ce sera une autonomie qui aura une dimension sécuritaire, militaire. Pour répondre à cette question-là, il faudrait avoir la double dimension de la question kurde. On sait que la Turquie ne veut absolument pas l'existence d'une entité kurde, quelle que soit ses spécificités en Syrie, hein. Donc voilà. Et quand vous regardez effectivement, dès la fondation de la République en 1923, les documents internes de l'État disent qu'il faut éliminer, absorber la question kurde. Les Arabes qui nous ont poignardé de dos, En dans vue les- de quoi? En vue d'une entité vraiment d'un État kurde? mais disons que cette stratégie de rapprochement ou de reconnaissance mutuelle, peut-être que du côté d'Israël, cela est le cas. Hamid Bouzarslan, bonjour. Bonjour. Spécialiste du Moyen-Orient, vos recherches sont concentrées sur la violence au Moyen-Orient, sur la Turquie et la question kurde. Et ce sont trois sujets qui reflètent votre identité. Vous êtes kurde, turc, du Moyen-Orient. D'abord, permettez-moi de commencer par la Syrie. Mazloum Abdi, il y a quelques jours, il a reconnu l'autorité de Ahmad Shara. Est-ce que ça signifie que la fin de cette spécificité de l'Est de la Syrie? Nous ne le savons pas encore, hein. Une chose est certaine, c'est que d'un côté, le nouveau pouvoir en Syrie n'est pas encore sorti, disons, d'une logique islamiste, hein. Ça reste un pouvoir d'ordre milicien, ne reconnaît pas effectivement pleinement encore la pluralité de la société syrienne. Et de l'autre côté, on sait qu'il y a des rapports entre Ahmed al-Shara, Hayat Tahrir al-Sham et les Kurdes depuis maintenant pas mal de temps. Lorsque le Hayat Tahrir al-Sham s'était lancé dans la conquête de Alep, les Kurdes avaient décidé de rester neutres. Et donc, on sait effectivement qu'il y a des rapports. On sait aussi que d'un côté, la Syrie est extrêmement fatiguée. C'est une société fatiguée. N'oublions pas que sur une population de 22-23 millions de personnes, 500 000 morts sont morts. Quelques 12 millions ou 13 millions sont soit des déplacés internes, soit des réfugiés externes. Le pays est économiquement exsangue. Ahmed al-Shara sans doute le sait. Il ne peut plus y avoir une nouvelle phase de guerre. Maintenant, Ahmad Shara, il est presque reconnu par la communauté internationale. Il est accueilli en Arabie Saoudite, en Voilà, Turquie. Il va être accueilli aux Émirats, dans les Émirats Arabes Unis. voilà, L'Union européenne est ouverte sur son autorité. Donc, absolument, absolument. qu'est-ce qu'ils vont faire, les Kurdes, ou bien je veux dire le FDS? Le FDS, donc, il l'a déjà reconnu avant même cette reconnaissance internationale. Les rapports ont existé entre la FDS et Hayat Tahrir al-Sham avant même cette reconnaissance. Donc, de ce point de vue-là, on assiste à quelque chose qui va de soi en quelque sorte, hein. La question reste maintenant de savoir comment effectivement le pouvoir syrien va évoluer. Est-ce que le pouvoir syrien va pouvoir s'avancer vers une logique de la Syrie plurielle, une Syrie qui respecterait le sécularisme, une Syrie qui effectivement sera dans la construction étatique, hein. Ça veut dire un État, un pouvoir légal et rationnel, hein, d'un côté, et de l'autre côté, comment les Kurdes vont pouvoir trouver leur place dans ce nouveau système. Voilà, Mhm. justement, quand vous dites à plusieurs reprises, Ahmad Shara, même ses ministres dans ce gouvernement de Mhm. transition, ont dit qu'ils respectent le pluralisme en Syrie, qu'ils ne vont Absolument. pas imposer. Vous avez mentionné aussi l'islamisme d'Ahmad Shara. Ils ont dit que ils vont pas, ils ont changé. Voilà. Bien Voilà. sûr, c'est pas encore. On attend toujours les actes. Mais On attend toujours les actes. Mhm. qu'est-ce qu'ils attendent, les Kurdes, en Mhm. tant que euh, euh, minorité? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent deux choses. En premier lieu, que cette reconnaissance de la pluralité syrienne devienne légale. Autrement dit, ça s'inscrit effectivement dans la constitution du pays, que le pays ne soit plus un pays centralisé, dirigé, gouverné par Damas, hein, d'une main de fer, hein, comme cela avait été le cas, peut-être pas nécessairement sous le régime de Bachar al-Assad finissant, mais sous le régime baathiste, hein, des années 60, 70, 80. Et de l'autre côté, la reconnaissance d'une forme d'autonomie. Quel type d'autonomie pour les villes kurdes? On ne sait pas encore. La région kurde, voilà, effectivement, est-ce que ça peut être une autonomie faible? Est-ce que ça peut être une autonomie forte? Visiblement, l'option de la fédération est de moins en moins évoquée.
Mais une autonomie. Une autonomie, est-ce que cette autonomie impliquerait uniquement l'administration? Est-ce que ce sera une autonomie d'ordre culturel, linguistique? Est-ce que ce sera une autonomie qui aura une dimension sécuritaire, militaire? Parce que n'oublions pas effectivement qu'il y a une armée FDS constituée pas exclusivement, mais notamment des forces kurdes. Voilà, qu'est-ce qui deviendra cette armée qui a été quand même très présente sur le terrain depuis maintenant plus d'une Oui. dizaine d'années? Pardon, excusez-moi, Monsieur Besarslan. Vous avez mentionné deux choses importantes, la reconnaissance légale et l'autonomie. Oui. Pour la reconnaissance légale, maintenant, on attend une conférence nationale en Syrie, voilà, pour peut-être établir une nouvelle constitution du pays. Les Kurdes doivent être présents, mais Les d'abord, Kurdes, ils les doivent être Kurdes. d'accord. Qui va présenter les Kurdes? Maintenant, est-ce qu'ils sont d'accord? Qui va présenter Alors, les je pense qu'il y a encore un an, l'unité kurde n'existait pas. Parce qu'effectivement, il y avait d'un côté le pays des Grecs, qui constitue un peu le cœur des forces kurdes aujourd'hui, et de l'autre côté, une coalition un congrès national kurde qui était composé des anciens partis politiques kurdes. Mais Oui, depuis 3 mois, on a vu un rapprochement entre les deux forces, hein, un rapprochement qui a été facilité en partie par l'intervention, disons, des puissances occidentales, en partie par les Kurdes d'Irak, hein, mais en partie aussi par la société kurde. La société kurde, effectivement, est extrêmement active, hein, à la fois la société kurde en Syrie, mais la société kurde d'une manière générale au Proche-Orient. Donc, on va sans doute s'avancer vers une représentation, une délégation commune, à condition que Damas accepte d'intégrer les Kurdes dans cette conférence. le rapprochement, c'est entre qui et qui? Entre quelle faction kurde ou bien quel parti kurde? Mais disons que ce sera entre tous les partis kurdes. Entre les Voilà, PYD, le Conseil national voilà, kurde, voilà. il y Et a, parce que, il y a d'autres factions ou bien d'autres partis qui sont concernés. non, pratiquement pas, parce que le Conseil national kurde, de toutes les manières, comprend la quasi-totalité des autres partis kurdes, hein. Donc, si vous prenez effectivement le paysage politique kurde avant 2011, vous avez euh, 13-14 partis, et ces partis-là sont plus ou moins euh, coalisés au sein du Conseil national kurde. Justement, le Conseil national kurde, Hmm. le CNK, il dit que pour se mettre d'accord avec le PYD, il faut éliminer ou bien éloigner le PKK de l'Est de la Syrie. Est-ce Oui. que, est-ce que vraiment le PKK est présent? Est-ce que les ordres au FDS viennent de Kandil, de la montagne de Kandil ou pas? Alors, pour répondre à cette question-là, il faudrait avoir la double dimension de la question kurde. Le principe de l'irréductibilité et le principe d'inséparabilité. Le Kurdistan syrien, y compris dans sa composante FDS au pays des Grecs, hein, représente d'abord la société kurde syrienne qui a voilà, ses conditions historiques, ses conditions sociologiques, hein, qui a son propre dynamisme, qui est totalement indépendante du PKK. Donc, de ce point de vue-là, il y a une sorte d'irréductibilité de ce qui se passe en Syrie au phénomène de PKK. Et de l'autre côté, il faudrait aussi prendre en considération l'inséparabilité des mouvements kurdes. Cela s'est fait parce que le Kurdistan a été divisé au début du siècle. Le mouvement kurde a toujours été à la fois spécifique à chaque pays et en même temps a eu une dimension moyen-orientale. Quand vous regardez par exemple la première république kurde qui a été créée en 1946 en Iran, c'était une république pleinement iranienne et en même temps les forces militaires venaient de Kurdistan d'Irak. Et aujourd'hui, on a une situation analogue. On a à la fois un phénomène qui est typiquement, spécifiquement euh, kurde syrien, et de l'autre côté, qui ne peut pas être totalement séparé du PKK. Le pays des Grecs Et le a problème du PKK, reconnu, M. Bozarslan, comme vous savez, le problème du PKK, c'est qu'il est classé comme parti terroriste et la Turquie maintenant attend l'opportunité, bien peut-être le retrait américain pour attaquer l'Est de la Syrie, justement bien pour sûr, éliminer ou bien éloigner le PKK et oui, même mais on sait que éliminer l'enjeu pour l'autorité kurde là-bas. oui, on sait que l'enjeu pour la Turquie, c'est pas le PKK. On sait que la Turquie ne veut absolument pas l'existence d'une entité kurde, quelle que soit cette spécificité en Syrie, hein. Donc voilà. Alors, de l'autre côté, effectivement, pour revenir à votre question initiale, le pays des Grecs a reconnu l'existence du PKK en Syrie et a proposé effectivement que les combattants du PKK qui seraient sur le terrain, ils seraient combien? On ne sait pas, sans doute 3 ou 4 000, peut-être 5 000 sur 60 000 combattants kurdes, qu'eux, ils partiraient effectivement à Kandil ou partiraient, en tout cas, quitteraient la Syrie.
Et donc, du coup, effectivement, on s'acheminerait vers une structure qui serait exclusivement kurde syrienne. Mais même dans ce cas-là, n'oublions pas que le Kurdistan syrien est à la fois pleinement syrien et de l'autre côté fait partie d'un Kurdistan. Oui, Euh, d'accord. Pourquoi la Turquie craint une entité kurde en Syrie alors qu'il y a une entité kurde en Irak? oui, mais l'entité kurde irakienne, la Turquie a été obligée de l'accepter. Quand vous regardez, par exemple, tous les débats en Turquie en 2000, dans les années 2000, il y a une très grande hostilité par rapport aux Kurdes irakiens. Et cette hostilité n'est surmontée qu'au cours des années 2009-2010. La première décennie des années 2000, c'est la menace permanente de la Turquie contre le Kurdistan irakien. Alors, pourquoi il y a cette crainte? Il y a cette crainte parce qu'il y a un Kurdistan de Turquie. Il y a cette crainte parce qu'il y a quand même une population de 15-20 millions de personnes en Turquie. Il y a une continuité territoriale à la fois avec l'Irak et avec la Syrie. Et quand vous regardez effectivement, dès la fondation de la République en 1923, les documents internes de l'État disent qu'il faut éliminer, absorber la question kurde. Donc, comment le faire? Soit par l'assimilation, soit par la dékurdification, une politique de nettoyage ethnique. Cela n'a pas réussi. Il y a eu effectivement des campagnes de répression énormes dans les années 1920, 30, 40. Il y a eu dans les années 90 la destruction de quelques 3000, 3500 villages et hameaux, mais le Kurdistan reste toujours là avec un dynamisme. Et Moi, j'ai aujourd'hui, pas question entre l'entité syrienne et l'entité irakienne kurde. Je voulais savoir, est-ce que la Turquie craint plus une entité kurde en Syrie, par rapport à la géographie du déploiement des Kurdes au sud de la Turquie? aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. C'est un danger plus important ou bien plus urgent pour la Turquie? Et oui, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, parce que ça sera un deuxième Kurdistan dans sa tête. Donc, un deuxième Kurdistan qui serait aussi articulé plus ou moins avec les Américains. Vous avez mentionné tout à l'heure, effectivement, le facteur israélien, peut-être qu'on y reviendra. Mais voilà. Et dès 1925, quand vous regardez les documents secrets de l'État qui sont aujourd'hui tout à fait accessibles, cette peur de l'Euphrate, qu'il ne faut pas que les Kurdes restent à l'ouest de l'Euphrate et il faudrait que les Kurdes soient nettoyés de l'est de l'Euphrate. Pourquoi? Parce qu'ils seront plus proches de la mer, de la Méditerranée? Il serait plus proche de la mer, mais aussi c'est des obsessions historiques qui remontent au 19e siècle, qui remontent au 20e siècle. N'oublions pas que sur ces terres-là, il y a eu quand même un génocide, le génocide des Arméniens et des autres chrétiens. Et dès 1925, les documents internes de la République turque disent, en gros, les Kurdes ont remplacé les Arméniens. Et les Arméniens, c'était qui? Les Arméniens, c'était les Macédoniens de l'Est. La Macédonie, c'est effectivement les Balkans turcs, les Balkans ottomans qui ont été perdus d'abord en 1877, après la guerre de 1912. Donc voilà, effectivement, là, il y a des traumatismes historiques qui sont restés. Et c'est comme si effectivement la turcité était encerclée des forces extérieures. Et donc, les Kurdes feraient partie effectivement de ces forces extérieures et intérieures, donc l'ennemi de l'extérieur et l'ennemi de l'intérieur, les traîtres à la patrie qui ont remplacé les Arméniens. N'oublions pas qu'effectivement, ces discours, on existe aussi par rapport aux Arabes. Les Arabes qui nous ont poignardés de dos, les Arabes qui sont nos ennemis, etc. Cette politique de rapprochement avec la Syrie, d'abord de Bachar al-Assad dans les années 2000, et puis maintenant avec Hayat Tahrir al-Sham, c'était une politique de rapprochement très très récente. Avant, il y avait toujours ce discours extrêmement anti-arabe, les Arabes, les ennemis de l'extérieur, les ennemis de l'intérieur, les traîtres à la patrie, etc. Donc vous êtes en face à la fois d'une paranoïa historique, un traumatisme historique, et de l'autre côté de la manipulation de cette paranoïa et de cette manipulation. Mais l'autorité turque maintenant, le parti de Erdogan, il a fait une alliance avec les Kurdes. Il a profité de la voix kurde dans des élections, n'est-ce pas? Alors, cela avait été le cas au début des années 2000. Euh, Oui. depuis, non. Depuis, non. Depuis, au contraire, quand vous voyez, il y a eu quand même une politique de répression, déjà en 2008-2009, par la suite en 2011-2012, et depuis 2015, 2014-2015, vous êtes dans une situation pratiquement de répression permanente. Plusieurs milliers
de politiciens kurdes sont en prison. Les maires kurdes sont systématiquement démis de leurs fonctions pour être remplacés par des maires administratifs proches du PK de l'AKP. Donc non, non, il y a quand même une politique de répression. On ne peut pas du tout parler d'une alliance. Parce que vous avez mentionné le Kurdistan en Irak et maintenant peut-être une entité kurde en Syrie. Est-ce que vous pensez que la chute des régimes, que ce soit de Saddam Hussein en Syrie, en Irak et maintenant de Bachar al-Assad en Syrie, est en faveur de la question kurde? Alors, euh, disons que euh, ces chutes-là ne sont pas directement liées à la question kurde. Mais en même temps, inévitablement, réconfigure la question kurde et redynamise la question kurde comme l'une des questions les plus importantes de ces pays-là. Et cela signifie aussi, une fois de plus, ayons à l'esprit la double nature de la question kurde. La question kurde est à la fois une question irakienne, une question syrienne, et en même temps une question kurdistanaise, donc qui Oui. dépasse ce pays-là. Et quand vous regardez, par exemple, le mouvement kurde en Syrie dans les années 40, 50, 60, vous avez une double radicalisation. Les Kurdes se radicalisent en tant que Syriens. On est à l'époque de gauche à l'époque. Et en tant que Kurdes, simultanément. Et Mm. quand vous regardez, par exemple, la chute du régime de Saddam Hussein en Irak, il y a eu une double radicalisation des Kurdes. Les Kurdes sont redevenus irakiens en quelque sorte voilà, de prendre une place extrêmement importante à Bagdad. Et de l'autre côté, se sont rekurdistanisés. Donc, on a vraiment les deux dimensions simultanément, alors que la chute du régime de Saddam Hussein, initialement, n'avait aucun rapport avec la question kurde. Quand vous regardez, par exemple, la révolution syrienne et par la suite ce qu'on appelle la guerre civile syrienne, mais le terme n'est pas tout à fait adéquat parce qu'on a assisté à une destruction de la société syrienne, ça n'a pas commencé à cause de la question kurde. Mais graduellement, la question kurde est devenue l'une des questions les plus importantes de la Syrie. Est-ce que le fait que presque ça fait 100 ans, un peu plus, que les Kurdes sont divisés entre quatre États, la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran, est-ce que ça a changé l'identité kurde? Radical, radical, un changement radical parce que voilà, effectivement, vous êtes quand même dans quatre pays. Vous pouvez avoir quatre dictateurs, mais ce ne sont pas les mêmes dictateurs. Être dans l'école de Bachar al-Assad et être dans l'école de Mustafa Kemal ne sont pas du tout les mêmes. N'oublions pas qu'effectivement, voilà, ça apporte une pluralité linguistique imposée. Il y a 30 ans, les Kurdes écrivaient en trois alphabets. Et Mais donc, du est-ce coup, que, est-ce que ce changement, pardon, est-ce que ce changement a son impact sur ce que vous appelez le transnationalisme kurde absolument. et la Voilà. question kurde? Voilà, effectivement, d'un côté, la question kurde reste pleinement transfrontalière, et cette idée que le Kurdistan est le Kurdistan est unifié. Cette unification du Kurdistan s'est faite dès les années 1920 et 30 sur un plan symbolique. Mais cette unification reste sur un plan symbolique. Je crois qu'effectivement, personne ne peut dire aux Kurdes, non, non, vous n'avez rien à voir avec les Kurdes de Syrie ou avec les Kurdes de Turquie ou avec les Kurdes d'Irak. Dans la conscience kurde, il y a cette continuité. Et de l'autre côté, on a quatre questions kurdes séparées. Donc, à la fois une seule question kurde et quatre questions kurdes séparées qui sont configurées selon les pays dans lesquels le problème kurde se pose. Mais Je pense est-ce que ces questions, la question kurde centrale, que- est commune pour tous les Kurdes? Et comment est-ce qu'elle est compatible avec les questions kurdes dans chaque pays ou bien il oui, y a des contradictions? Parce que j'ai entendu, je pose la question, Monsieur Bozarslan, parce que j'ai entendu des Kurdes même qu'il y a une entente mm, tacite peut-être kurde que chaque Kurde lutte dans leur pays d'existence. bien sûr, bien sûr. Parce qu'il faudrait qu'on développe un nouvel imaginaire politique. La question kurde est là, dans cette complexité. Et cela signifie effectivement que les États existent et en même temps le Kurdistan existe. Et donc, du coup, on peut parfaitement imaginer que la question kurde soit résolue dans chacun des pays. Et de l'autre côté, par exemple, la question des frontières, que les frontières deviennent fluides, sans qu'on remette en cause l'existence des États, qu'il y ait une fluidité voilà, entre les quatre parties du Kurdistan, qu'il y ait une continuité culturelle, qu'il y ait une continuité effectivement qui existe de toutes les manières Mais en dans vue les de pays du quoi? En Kurdistan. vue d'une entité vraiment d'un État kurde? Non, en vue, Ça serait une étape vers un État kurde en eh, bonne forme. si les Kurdes le souhaitent, mais aujourd'hui, effectivement, quand vous regardez, sauf les Kurdes irakiens,
dans aucune partie du Kurdistan, il y a eu une demande de création d'un État kurde indépendant. Les Kurdes syriens sont été très très clairs sur cela et ils le répètent, nous ne voulons pas un État kurde séparé. En Turquie, le PKK, depuis une vingtaine d'années, condamne la création d'un nouvel État-nation. Il y a une condamnation en principe de l'État-nation. Oui. Cela est aussi le cas du pays des Grecs. Et c'est là qu'on voit effectivement qu'il y a une continuité entre le PKK et le pays des Grecs idéologiquement. Ça veut dire que on ne condamne, non seulement on ne veut pas un État kurde, mais on veut une entité kurde qui ne soit pas une entité étatique, mais on condamne l'État-nation en tant que tel. Donc, ce qu'ils cherchent, c'est la reconnaissance de leur question, bien de leur identité dans chaque pays. Voilà. Que cette identité soit reconnue, que cette identité, que les Kurdes soient reconnus en tant que sujet collectif. Ça veut dire. Ça veut dire un groupe national, une communauté nationale. Ça veut dire, vous parlez dans vos interviews ou bien dans vos articles aussi, qu'en Turquie, par exemple, on a imposé la turcité Hmm. sur les Kurdes. Ça veut dire ils veulent que l'État turc soit un État turc et kurde. Bien comment? Comme en Syrie aussi, d'ailleurs, les Kurdes aussi maintenant refusent que la République syrienne soit République arabe syrienne. Ils veulent Bien sûr. que Hmm. le nom soit République syrienne seulement. Voilà. Et que la République de Turquie cesse d'être une république de la domination turque. Que la République de Turquie soit une république plurielle dans laquelle il y aura la deuxième communauté majeure nationale qui sont des Kurdes, mais qu'il y a aussi d'autres communautés. Il y a par exemple des Arméniens, des Grecs, même si aujourd'hui leur présence est réduite comme une peau de chagrin, mais cette, que l'État cesse d'être synonyme d'une nation exclusive. Hmm. Et éliminer, ça veut dire éliminer toute discrimination Éliminer toute discrimination, nationale, voilà, linguistique, voilà. L'égalité, régionale. l'égalité absolue de droit entre les Kurdes et les Turcs, entre les Kurdes et les Arabes syriens. Et est-ce qu'ils demandent, les Kurdes, que ce soit en Turquie ou bien en Syrie maintenant, est-ce qu'ils veulent demander un quota, par exemple, au Parlement, un quota dans le gouvernement, c'est-à-dire dans le pouvoir politique? Pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais en Irak, cela est déjà de fait. Voilà, justement, parce que je pose la question parce que justement, ça existe maintenant en Irak. Ça existe en Irak, ça veut dire qu'effectivement, désormais, traditionnellement, le président est kurde. Hmm. Traditionnellement, le ministre des Affaires étrangères irakien est un Kurde. Oui. Et les Kurdes ont effectivement, ne serait-ce que parce qu'ils disposent d'une structure autonome ou fédérée, les Kurdes ont des députés au Parlement irakien. La reconnaissance de la question que vous dites au Moyen-Orient, au niveau du Moyen-Orient, c'est une reconnaissance, vous dites ça comme une reconnaissance dans les pays ou Hmm. bien une reconnaissance globale au Moyen-Orient? La double reconnaissance. Ça veut dire la reconnaissance effectivement dans chacun des pays de Oui. l'existence d'une communauté kurde, de l'existence effectivement d'une entité kurde qui sera voilà, autonome. Comme j'ai dit, quel type d'autonomie, tout ceci, ça peut se discuter. Et Hmm. de l'autre côté, de toutes les manières, sortons de l'hypocrisie, tout le monde sait qu'il y a une question kurde à l'échelle du Moyen-Orient. Si la Et Turquie intervient si massivement en Syrie, c'est que la Turquie est parfaitement consciente que la question kurde n'est pas que la question kurde de Turquie. Si l'Iran intervient si massivement, l'Iran sait aussi que la question kurde est une question régionale. Donc, la mais c'est le cas, reconnaissance, c'était l'inverse, Monsieur Bozarslan, durant l'histoire de la question kurde, surtout depuis les années 40 et hmm, précisément depuis les années 70, les quatre pays qui sont toujours en conflit, mais se mettent d'accord contre la question kurde, pour oui, étudier la question kurde. voilà. Mais Maintenant, vous demandez l'inverse. l'inverse, parce qu'effectivement, se mettre d'accord pour écraser la résistance kurde signifie aussi de reconnaître la question kurde, y Oui. compris dans la répression. Hmm. Et donc, du coup, on peut parfaitement envisager que cette reconnaissance se pacifie, que c'est une reconnaissance qui fluidifie, comme j'ai dit, les frontières. La fluidification des frontières signifie quoi? Que la communauté peut vivre à la fois à l'échelle de chaque communauté nationale, chaque pays, et de l'autre côté se réalise par-delà les frontières. Et on a des exemples, hein, on a des exemples. Est-ce que c'est pas une atteinte à la souveraineté de l'État? Et C'est-à-dire, de toutes les quand manières, vous donnez cette spécificité ou bien ce cas spécial pour les Kurdes
De toutes les Donc, manières, établir les frontières avec les autres pays. et c'est pour ça qu'on a besoin d'un imaginaire politique qui redéfinit la notion même de la souveraineté, hein. Quand vous regardez, par exemple, la question basque ou la question catalane, aujourd'hui, on a à la fois la France et l'Espagne, avec des statuts différents pour ces communautés, et de l'autre côté, les frontières sont fluides. Je comprends très bien ce que vous dites au niveau théorique, mais réellement, on est au Moyen-Orient. On est Vous, au Moyen-Orient, mais vous voilà, je venez crois que de mentionner des régimes dictatoriaux, que ce soit en Turquie, c'est une fausse démocratie. En Syrie, on ne sait pas encore quel régime maintenant. En Irak aussi, bon. Et en Iran, ça va de soi. Voilà, bien c'est... sûr, bien sûr. Non, non, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. Je veux dire, et en même temps, je pense que sans cet imaginaire politique, on ne peut pas construire le lendemain non plus. L'imaginaire politique, c'est aussi la réponse aux peurs, aux craintes, aux traumatismes des uns et des autres. Hmm. Mais pour le reste, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis parfaitement conscient de ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. Les relations entre Kurdes et Israël, on parle beaucoup, surtout entre les Kurdes syriens et Israël. Et où est-ce qu'elles sont ces relations? À quel niveau? Eh bien, aujourd'hui, ces relations existent. Alors, c'est vraiment un peu le paradoxe de l'histoire parce que pendant très longtemps, le mouvement kurde et le mouvement palestinien ont été très, très proches. Voilà, Et juste. voilà, une participation kurde à la lutte palestinienne qui a été vraiment très, très significative, hein. Symboliquement, c'était très significatif. Mais aujourd'hui, voilà, effectivement, il y a un rapprochement. Et à la base de ce rapprochement, à vrai dire, il y a la Turquie. Ça veut dire les menaces de la Turquie sur le Kurdistan syrien font que les Kurdes syriens, aujourd'hui, s'ouvrent ou essaient de trouver effectivement une alliance avec les Israéliens. Les Israéliens euh, sont très remontés contre la Turquie, mais voilà, les Israéliens souhaitent aussi que la Syrie ne devienne pas une puissance. Donc, du coup, de fait, il y a une sorte de rapprochement. Mais est-ce que les Kurdes syriens ne jouent pas un jeu qui les dépasse parce que les intérêts entre Israël et la Turquie sont plus importants que ceux entre l'Israël et les Kurdes? De En toute, plus aussi, ils jouent le jeu des Américains, alors qu'on sait très bien que les Américains ont plus des intérêts politiques avec la Turquie qu'avec oui. la communauté kurde. Disons que de toutes les manières, tout ceci a dépassé les Kurdes, hein. Les marges de manœuvre des Kurdes en Syrie a toujours été très, très, très limitées, y compris il y a 10 ans, y compris il y a 8 ans. Et aujourd'hui aussi, ces marges de manœuvre sont très, très, très limitées. La solution, tout le monde le sait, se trouvera en Syrie même, Oui. avec les acteurs syriens, avec les nouvelles autorités de Damas, avec les autres composantes de la société syrienne. Mais disons que cette stratégie de rapprochement ou de reconnaissance mutuelle, à la limite, n'a même pas été décidée par les Kurdes eux-mêmes. Donc, vous ne voyez pas une instrumentalisation, que ce soit de la part des Américains ou bien des Israéliens, de la question kurde contre le pouvoir maintenant à Damas. Peut-être que du côté d'Israël, cela est le cas. Donc voilà, effectivement, on va utiliser la carte kurde, on va utiliser la carte druze, on va utiliser, si nécessaire, demain, la carte alawite. Donc voilà, pour exercer de la pression. La politique américaine, je ne sais pas si aujourd'hui il y a une politique américaine, parce qu'on sait qu'effectivement l'administration Trump est une administration surtout girouette. Donc, quelles seront ses décisions demain? Il est extrêmement difficile de le savoir. On sait qu'autour de Trump, plusieurs responsables, y compris par exemple le ministre des Affaires étrangères, hein, le secrétaire de Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche, etc., sont relativement pro-kurdes. Mais Trump, hein, n'a jamais porté les Kurdes dans son cœur, et donc demain peut tout à fait les sacrifier. Donc je pense que les Kurdes syriens sont parfaitement conscients, mais n'oublions pas que en tant qu'une communauté non étatique, les Kurdes sont réduits à cette posture inévitablement marginale dans laquelle les marges de manœuvre sont relativement étroites. Oui. Mais est-ce qu'ils sont pas encore aussi instrumentalisés par l'Europe, surtout la France? Parce qu'on sait très bien qu'il compte, il y a des bonnes relations aussi entre la Il y a France de et... très bonnes relations, mais sauf qu'on sait que la France n'est pas la France des années 1920, ni la France des années 1930. Et d'ailleurs, la France des années 1920 a trahi déjà les Kurdes, hein. Donc voilà, en 1925, il y a une révolte, hein, au Kurdistan de Turquie, et la France autorise les forces turques d'utiliser le territoire syrien pour écraser la révolte. Donc la France aujourd'hui n'a pas les marges de manœuvre, ni la Grande-Bretagne, ni l'Allemagne. Moi, ma question, c'est que est-ce que les changements géopolitiques dans cette région, qui est vraiment en pleine
bouleversement et changement géopolitique? Est-ce qu'ils vont en faveur de la question kurde ou pas? Potentiellement, oui, mais là aussi, on ne voit pas au-delà de 24 heures pour le moment. Oui, Voilà, tout dépendra de ce que les sociétés pourront faire, le dynamisme des sociétés. Est-ce que les sociétés sont dynamiques? On sait combien les sociétés moyennes-orientales sont fatiguées. Qu'est-ce que les acteurs vont décider? Quel sera le type de rationalité qu'ils vont mettre en place? Quelles seront les politiques internationales? Et quand on parle de la politique internationale, à vrai dire, on parle vraiment de la politique américaine. Quelles seront les décisions américaines? Donc, on n'a pas de réponse à tout ceci. Je dirais tout simplement, euh, la potentialité existe, mais de l'autre côté, on ne voit pas au-delà de 24 heures. donc voilà, wait and see. Oui, Monsieur Arslan, merci beaucoup pour cette interview. mais je vous en prie.